Mais je dirais ce qui singularise le 17e RGP, c'est son caractère unique. C'est que depuis qu'il est né, ce régiment ne pouvait compter que sur sa capacité à innover pour développer des équipements qui passent par la portière. Voilà. Qui soient suffisamment légers, qui passent par la portière. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous au 17e régiment du génie parachutiste pour nous entretenir avec son chef de corps. Avec lui, nous allons en apprendre davantage sur ce régiment unique en France et qui est l'une des composantes clés de la 11e brigade parachutiste, l'une des brigades de l'urgence. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis le colonel Levé, j'ai 24 ans de service, je suis marié, j'ai 5 enfants et je commande le 17e RGP. C'est quoi votre parcours ? Alors, je suis Saint-Cyrien, de la promotion du bicentenaire de Saint-Cyr. Et j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait mes débuts de chef de section à la Légion étrangère, au 2e régiment étranger de génie à Saint-Christol, où j'ai fait mon temps de chef de section et d'officier adjoint dans une compagnie de combat. Voilà. Puis j'ai servi au 5e régiment du génie à Versailles. Voilà. Et puis après j'ai un parcours classique d'officier breveté de l'école de guerre, où j'ai préparé le concours de l'école de guerre à Paris, que j'ai réussi, 2 années d'école de guerre. Puis j'ai servi 2 années à la section technique de l'armée de terre, où je m'occupais de l'équipement des matériels du génie, et plus spécialement toute la partie lutte contre les engins explosifs. Voilà, ça pendant 2 ans, avant de rejoindre le BOI du 17e RGP en tant que chef de BOI. Voilà. Et puis ensuite j'ai été muté à l'école du génie, où je me suis occupé de la formation des officiers pendant 3 ans. Voilà. Et avant de revenir à Montauban comme chef de corps. C'est vrai que c'est pas commun. Comment on passe de la Légion au para, en tout cas au 17e RGP ? En fait, c'est atypique dans le sens où les officiers, en général, font tout leur cursus d'officier en corps de troupe, souvent dans le même régiment. Mais c'est pas si original que ça, dans le sens où un officier n'est pas légionnaire, c'est un officier qui sert à la Légion étrangère sans être lui-même légionnaire. Donc moi je suis avant tout officier des armes. J'ai fait une école de spécialisation à Angers, à l'école du génie, et à ce titre je suis amené à servir dans un régiment de Légion étrangère, dans un régiment de génie de la Légion étrangère, au même titre qu'au 17e RGP. Donc le parcours n'est pas si original que ça, mais je me suis effectivement un peu écarté de la voie Légion étrangère. J'ai eu l'opportunité de servir au 17 que j'ai saisi. Ça devait être passionnant, non, de servir à la Légion, c'est quand même un environnement particulier. Ah oui, je me souviens, dans ma section, j'avais 17 nationalités différentes, donc 17 cultures différentes. Et en fait, le légionnaire, c'est plus que dans l'armée de terre en général, c'est vraiment au centre des préoccupations. C'est la raison d'être. Tout le système Légion est articulé autour du légionnaire qui est déraciné de son pays, à qui on apprend à parler français, qui apprend avec une rapidité assez impressionnante à parler français, et à qui on apprend à s'intégrer dans la société française. Et donc pour le chef de section que j'étais, il y avait vraiment un rôle central dans l'instruction, l'éducation du légionnaire, puis sa formation. Et là, de manière un peu plus classique, je dirais, par rapport à ce que connaît n'importe quel chef de section dans un régiment qui n'appartient pas à la Légion étrangère. J'imagine qu'en termes de pédagogie, c'est quand même très formateur d'apprendre à des gens qui ne sont pas francophones à la base, surtout un métier aussi technique que celui de soldat du génie. En fait, la seule chose qui change, de mon expérience, de ma très petite expérience, j'ai fait que 4 ans en fait, à la Légion étrangère, c'est l'apprentissage du français et c'est le perfectionnement du français.
Ensuite, la Légion a ses propres traditions, mais je dirais que dans le commandement, ça reste le commandement d'une troupe comme celle que commandent nos chefs de section ici au 17. Donc il n'y a pas de changement majeur, je dirais, dans le commandement de la troupe. Voilà, tous les officiers sont formés à Saint-Cyr ou à l'EMIA, et ils n'ont pas de formation particulière pour commander à la Légion étrangère. Et commander un légionnaire, c'est la même chose que commander un parachutiste, si ce n'est qu'il a la prise en compte du parcours du légionnaire est un petit peu différente. Pourquoi avoir choisi cette spécialité du génie ? Je dirais que ce qui est intéressant dans le génie, c'est la diversité des métiers. Voilà, il n'y a aucune mission qui se ressemble. Et ça, il faut poser la question à n'importe quel des sapeurs parachutistes. Mais un sapeur, une semaine, ça peut réaliser une séance d'explosifs. Le lendemain, la semaine d'après, ça peut réaliser un pont de charpente, un pont métallique. Le mois d'après, ça peut réaliser une séance de franchissement. Et donc, je dirais que ce qui attire nos jeunes officiers, nos sous-officiers, nos militaires du rang, en fait, c'est la diversité des métiers. C'est le fait que ce soit jamais monotone. Je pense que c'est ce qui ressort le plus lorsqu'on interroge. Lorsque moi j'interroge les sapeurs parachutistes chaque semaine, quand je les reçois en revue de la garde. Pourquoi tu t'es engagé ? Bon, un, je voulais être parachutiste. Et deux, je voulais faire quelque chose de varié où je ne m'ennuie pas. Voilà. Première chose que les gens répondent. En étant passé par la formation du génie à Angers, justement cette spécialité du parachutiste, à quel point elle est singulière. C'est quoi est-ce qu'il y a une vraie spécificité parachutiste pour un membre du génie, un soldat du génie ? Déjà, le 17e RGP, c'est le seul régiment qui est sapeur et parachutiste, qui est génie et parachutiste. Donc à ce titre, c'est singulier. Parce que le régiment ne peut pas se comparer à un autre régiment, et parce que le 17e RGP est le seul régiment qui ne conçoit les opérations que dans sa capacité à pouvoir larguer des hommes avec leur matériel, et donc qui rend les missions si particulières. Voilà. Aucune mission ne peut être réalisée qu'avec le matériel qu'il a lui-même emporté, soit dans sa gaine individuelle, soit dans sa gaine collective, soit dans les véhicules qu'il largue par la porte. Et donc c'est ce qui le rend si singulier. Un autre régiment de génie peut se comparer à un autre régiment de génie parce qu'ils ont leur milieu d'évolution, c'est le milieu terrestre. Le nôtre, c'est le milieu terrestre également, mais la manière de se mettre en place, c'est par les airs, et ça conditionne la manière de réaliser sa mission, parce qu'il doit être plus léger que les autres, son matériel doit répondre à des critères techniques de poids pour pouvoir rentrer dans l'avion et pour pouvoir être porté par le combattant. Voilà. Je dirais que c'est ce qui rend le métier si singulier. Donc plus que de la technologie, c'est aussi un état d'esprit différent, être capable de penser sa mission avec cette capacité de projection en plus. Alors, je crois que la première chose, c'est d'abord d'être capable de combattre de manière isolée, parce que les troupes aéroportées, par construction, ont vocation à être projetées dans la profondeur, soit dans la profondeur du champ de bataille, soit en urgence, et donc comme un fer de lance de l'armée de terre. Par exemple, les opérations que la France a menées en Afrique ces 40 dernières années le montrent. C'est souvent des parachutistes qu'on envoie en premier lorsqu'on a besoin de les larguer. Et donc le combattant est isolé. Parce qu'il est isolé, il a besoin d'avoir des qualités de débrouillardise, d'autonomie, parfois d'audace, parce que intellectuellement, c'est pas forcément simple de se retrouver isolé avec son groupe, sa section, sa compagnie. Et puis, effectivement, innovation, parce que la 11e brigade parachutiste est une petite brigade. Elle n'a pas l'effet de masse lorsqu'elle doit penser à s'équiper.
ses combattants et puis pour ses matériels majeurs. Et donc c'est une troupe qui a besoin d'innover en permanence pour être sûr d'avoir des équipements adaptés qui ne peuvent pas être acquis par des opérations d'armement classiques. Voilà. On n'achète pas, quand on équipe la BP en fardier, ça répond à un besoin spécifique qui n'est compris que par les troupes aéroportées, pas par l'ensemble des gens qui ne sont pas parachutistes. Voilà. Et donc ça fait appel à des qualités d'innovation des sapeurs parachutistes, entre autres. À l'heure où on parle beaucoup de haute intensité, que même avant les événements actuels en Ukraine, on en parlait déjà avec le général Burkhardt quand il était CMAT. Comment s'intègre le 17 dans cette vision du monde militaire ? Sur la haute intensité. Ouais. Sur la haute intensité. En fait, toute l'armée de terre, toutes les armées, l'armée de terre, pour ce qui nous concerne, est engagée dans une préparation opérationnelle plus dure, qui lui permet de faire face à un ennemi de même poids. Un pays qui aurait une armée équivalente, avec des matériels équivalents de même génération et avec un volume de troupes à peu près équivalent. Ça, c'est toute l'armée de terre. Et donc maintenant, depuis maintenant plusieurs années, l'ensemble des unités de l'armée de terre se préparent à combattre plus longtemps, de manière plus dure, et donc elle a réorienté en fait sa préparation opérationnelle. Ça, c'est toute l'armée de terre. Ensuite, notre chef d'état-major des armées, anciennement chef d'état-major de l'armée de terre, a choisi de différencier ces unités, donc ces brigades, chaque brigade, brigade parachutiste, la brigade d'infanterie de montagne, les brigades amphibies, les brigades qu'on appelle les brigades de décision, dans laquelle on a une majorité de chars lourds. Ces brigades-là, il a été choisi de les différencier. Donc la question que se pose la 11e brigade parachutiste, c'est qui suis-je? Quelle est mon identité? Quelles doivent être les conditions de mon engagement? Quelles doivent être les conditions de préparation opérationnelle pour faire face aux conditions actuelles de la conflictualité? Donc des engagements plus durs face à un ennemi qui est différent, une armée de même poids. Voilà. Et en synthèse, ce que dit aujourd'hui la 11e brigade parachutiste, c'est que les engagements TAP sont toujours pertinents, que son champ d'action, c'est la profondeur tactico-opérative. Donc c'est être projeté loin, larguer les paras en masse et s'entraîner, voilà, et combattre plus longtemps dans des conditions plus rustiques, en prenant en compte la capacité d'un adversaire à détruire ces éléments les moins forts, donc typiquement les déplots logistiques, les systèmes de commandement, etc. etc. Donc ça, c'est le constat que fait la 11e brigade parachutiste. Et donc dans cette réflexion de la 11e BP, le travail du 17e RGP, c'est lui aussi d'essayer de définir, de faire l'état des lieux de qui il est aujourd'hui et de comment il doit évoluer. Le constat que le régiment fait aujourd'hui, c'est qu'il doit en permanence renouveler ses capacités. Et donc pour la 11e brigade parachutiste, le 17e RGP, sa mission, c'est toujours d'appuyer la mise à terre de sa brigade, de ses régiments, notamment en rétablissant les pistes qui permettent, une fois qu'on a largué des parachutistes, de faire poser les avions et d'acheminer les troupes en masse. Et donc ces capacités, elles sont très limitées aujourd'hui, elles sont vieillissantes. Elles reposent sur une section, qui est les sections d'appui à l'engagement parachutiste, et dont les matériels vont être renouvelés d'ici 2027. Voilà. Mais notre réflexion, c'est de dire que ces capacités ne sont pas suffisantes et qu'il faut les augmenter. Voilà, donc ça, c'est pour le volet capacité de rétablissement de pistes. Et puis on a d'autres réflexions sur
la capacité à combattre de manière isolée pour nos compagnies de combat, l'évolution de l'emploi de nos plongeurs, la manière dont on envisage l'emploi de nos plongeurs avec nos commandos et avec notre section de fouille. Voilà, en fait, cette perspective d'affronter un adversaire de même poids, ça nous invite à réorienter la manière dont on s'entraîne. Voilà. On ne combattra pas en Afrique comme on combattrait sur un théâtre d'opération en Europe de l'Est, par exemple. Parce que jusqu'à maintenant, les conflits français étaient plus étaient sur le modèle d'un corps expéditionnaire. On envoie un GTIA, un groupe tactique interarmes dans un endroit type Sahel ou ailleurs. Et le 17 vient compléter les éléments pour apporter une force globale. Non, en fait, les projections du 17e RGP, elles s'intègrent dans un dispositif plus global qui est basé sur des cycles de projection tous les 4 mois. Donc chaque brigade interarmes a un cycle de projection de 4 mois. Donc chaque régiment de chaque brigade interarmes a un contrat de projection. Et à ce titre, le 17, lui, a son propre contrat de projection. Donc aujourd'hui, par exemple, sur chaque cycle de projection, le 17e RGP doit armer une compagnie en Guyane, 1 à 2 compagnies dans la bande sahélo-saharienne, une compagnie en Côte d'Ivoire, et puis quelques éléments isolés, au Liban par exemple, ou à Djibouti. Donc tout ça est défini largement à l'avance. Par exemple, le régiment C connaît son contrat de projection pour 2024, et donc il sera projeté au même titre que la 11e brigade parachutiste. Voilà. Et donc, connaissant ce contrat de projection, on s'entraîne en amont. Voilà, on prépare ces projections. D'accord. Est-ce que ça, c'est singulier au sein de l'armée de terre, le fait d'avoir un régiment comme ça qui participe à autant de missions différentes, qui en plus est dans une brigade de l'urgence, avec un départ sous court préavis avec le Guépard? Non, ça c'est pas singulier. Enfin, ce qui est singulier, c'est l'alerte. Mais le contrat de projection génie de la 11e brigade parachutiste, il est à peu près le même que l'ensemble des régiments de génie, ce qui complique un petit peu les choses. Enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le cas de la différenciation des brigades, ce sont les brigades de décision qui ont la primauté des projections en Europe de l'Est, donc aujourd'hui en Estonie et en Roumanie principalement. Donc le 17e RGP, appartenant à la 11e BP, sera principalement engagé sur la bande sahélo-saharienne, au Niger et au Tchad. Voilà. De manière assez schématique, c'est comme ça que le 17 sera engagé l'année prochaine. Et puis, parce que sur le territoire national en Guyane, on a besoin d'une compagnie génie, et bien le 17 armera aussi une compagnie génie en Guyane sur son cycle de projection. Voilà, donc la seule singularité la seule réelle singularité du 17 sur le contrat de projection, c'est l'alerte en réalité. C'est 71 personnes en alerte permanente. Voilà, ce qui n'implique pas forcément de projection, mais qui implique la capacité à être projeté en 12 heures et 48 heures. Il y a autre chose dans tout ça, c'est l'usage des commandos parachutistes. Là, il y a la composante para, mais est-ce que dans les autres régiments du génie, il y a aussi une composante commando? Dans le 17, c'est le seul régiment à avoir des commandos parachutistes, au même titre que l'ensemble des régiments de la brigade parachutiste. En revanche, il y a d'autres régiments de génie qui ont une composante commando. De mémoire, c'est le deuxième régiment étranger de génie est le seul à avoir cette composante-là, qui est née il y a un peu plus de 20 ans, des URH, unités de recherche humaine, qui sont devenus ensuite groupements de commandos de montagne. Et donc, de manière un petit peu similaire à ce qui se passe chez les
commando parachutiste, eh bien, on a un groupement de commandos de montagne avec un petit état-major au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Chaque régiment appartenant à la 27 dispose de son équipe GCM. Voilà, et je crois que ce sont les 2 seules entités qui ont des unités commando. Il n'y a pas de SAED dans les groupements, dans d'autres régiments de génie? Non, chaque régiment d'infanterie a sa SAED, mais les SAED ne sont pas des unités commando. Ils tentent peut-être à le devenir, mais ils s'entraînent avec. Oui, vous faites référence à Falco notamment. Ouais. En fait, Falco, je ne suis pas particulièrement légitime pour parler de Falco, mais dans la mission Falco, on avait 2 piliers. Et on avait un pilier commando, armé par les commandos parachutistes et les GCM. Et puis on avait un pilier, lorsque c'était leur tour d'engagement, des brigades qui ne détiennent pas de commando, mais qui détiennent des groupements d'appui à l'engagement. Et notamment, on y voyait l'engagement des SAED des régiments d'infanterie. Voilà, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je ne suis pas certain qu'il faille répéter ce genre. Pas de souci. C'est quoi l'intérêt d'avoir des GCP au 17 ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça apporte aux autres compagnies ? La mission, d'abord, il faut en venir à la mission des GCP. La mission des GCP, c'est d'appuyer la mise à terre d'un régiment. Donc, c'est d'être largué à grande hauteur, au plus loin, en avance, pour pouvoir permettre la mise à terre d'un régiment. Et donc le 17e RGP, comme tous les régiments de la BP, a une équipe commando pour remplir cette mission-là. Cependant, dans les 10 années qui ont passé avec l'opération Barkhane, on a vu un emploi plus centralisé des commandos parachutistes par la 11e BP, parce qu'il y avait un besoin permanent de commandos parachutistes pour les missions qui étaient réalisées au Sahel. Et donc, il revenait plus à la brigade parachutiste d'employer de manière centralisée ces commandos. Mais à la base, chaque régiment de la 11e brigade parachutiste doit employer ces commandos pour appuyer la mise à terre de son unité. Pour le 17e RGP, par exemple, dans le cadre des travaux que la 11e BP mène actuellement, la mission du 17, une des missions du 17, c'est de commander la zone de l'aéroport qui est saisie en urgence. Donc c'est une zone dont le 17e RGP a la responsabilité. C'est ce qui va être joué sur Orion 2 d'ici quelques semaines. Et à ce titre, c'est une mission assez logique des GCP d'être capable d'être largué sur cette zone et de permettre la mise à terre des premiers éléments du régiment et de la brigade, voilà, par exemple. Ensuite, ça peut être la mission des GCP peut être également de remplir certaines missions spécifiques, pas tout seul, avec d'autres sections spécialisées du régiment. Je pense à la section fouille opérationnelle spécialisée qui évolue en milieu périlleux. Je pense aux plongeurs de combat qui aujourd'hui en opération travaillent principalement en Guyane, mais qui sur d'autres théâtres pourraient réaliser par exemple des missions de destruction d'objectifs de manière combinée avec les GCP et la fouille opérationnelle spécialisée. Par exemple, la destruction d'un pont sur les arrières de l'ennemi, c'est une mission qui peut nécessiter des infiltrations nautiques, de pouvoir descendre d'un pont avec du matériel spécialisé et qui peut nécessiter des reconnaissances préalables avec des commandos para. Et donc c'est dans les modes d'action combinés d'un régiment de génie, d'une brigade para, que réside la légitimité des GCP. Donc il faut la raisonner, l'emploi des GCP, il faut le raisonner comme une capacité concourante à une mission génie au profit de la BP. Voilà.
En interne, j'imagine que ça doit aussi favoriser le rétex, d'avoir les 3 entités que vous avez citées, le GCP, la fosse et puis les plongeurs. Les avoir, en plus d'ailleurs, physiquement, ils travaillent au même endroit, ils se côtoient au quotidien. Ça favorise le rétex, ça favorise aussi peut-être l'image, ça améliore aussi, enfin améliorer ça, en tout cas ça contribue à l'image du régiment aussi. Alors ce qui favorise le rétex, c'est l'engagement en opération. Donc nos GCP typiquement ont été engagés sur la mission Cobra à Barkhane et le régiment avait en permanence 4 équipiers commandos sur chaque mission Cobra depuis la création de la mission Cobra à Barkhane. Donc c'est ça qui favorise le rétex en fait. C'est le fait d'avoir en permanence des gens qui sont engagés en opération, qui pensent opération, qui se préparent à la prochaine opération. Et donc cet engagement permanent entraîne un rétex permanent pour s'adapter au mode d'action de l'ennemi, pour adapter ses matériels, pour adapter sa préparation opérationnelle. C'est pareil pour les plongeurs de combat qui sont engagés tous les 2 ans en Guyane et qui adaptent également leur mode d'action. Et c'est également le cas pour la fouille opérationnelle spécialisée. Donc c'est vraiment l'engagement qui favorise le rétex. Ce qui est assez stimulant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de rétex récent français des engagements qu'on pourrait connaître ultérieurement. Ce sont des engagements qu'ont connus peut-être, en tout cas c'est une manière de préparer la guerre qu'ont connue nos anciens à l'époque où le bloc soviétique existait encore. Mais aujourd'hui, ce rétex-là, nous ne l'avons pas. Donc ce qui est stimulant, en fait, c'est d'aller fouiller dans les rétex d'il y a 40-50 ans, pour se souvenir de la manière dont nos anciens s'entraînaient pour pouvoir mettre au goût du jour cette manière de se préparer à l'engagement avec les éléments nouveaux de la conflictualité. Voilà, la capacité offerte par la technologie, voilà, j'en passe. Mais voilà, ce qui est stimulant, c'est pas le rétex récent là, mais c'est ce qui arrive, ce qu'on a un petit peu oublié, tous ces savoir-faire qu'on a oublié, qu'on ne pratiquait pas et qu'il est nécessaire aujourd'hui de se rappeler, de remettre au goût du jour. Oui, il y a un retour un peu sur l'histoire, effectivement. On en a parlé dans d'autres épisodes du podcast, notamment avec le CDEC ou en matière de doctrine. La personne sur place expliquait qu'en gros, on fouillait un peu plus sur les stratégies militaires d'avant pour essayer de préparer le futur. Et un de vos démineurs, d'ailleurs, parlait du fait que pendant longtemps, ils sont préparés sur des IED. Et du coup, ils sont en train de revoir un petit peu dans les archives les munitions soviétiques qui pourraient potentiellement un jour retrouver sur le champ de bataille. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régiment, depuis maintenant 10 ans, est engagé tous les 2 ans. Donc, donc, en fait, c'est extrêmement fréquent. On pourrait penser que ces engagements sont assez isolés. En réalité, quand une compagnie est projetée pendant 4 mois, elle va mettre plus d'1 an à se préparer. Parce qu'elle va mettre ses gens en formation. Elle va chercher à travailler le niveau du groupe, le niveau de la section, le niveau de la compagnie. Elle ne va pas s'engager toute seule, elle va s'engager avec un régiment. Donc elle va aussi travailler, s'entraîner avec ce régiment. Et tout ce processus pour arriver opérationnel, prêt au combat en opération, finalement, ce n'est pas 4 mois, c'est une phase bien plus longue de préparation. Donc ces engagements tous les 2 ans pour se préparer notamment à un engagement au Sahel, ça conduit nos unités à se focaliser sur la menace, sur l'ennemi et la menace au Sahel. Donc il y a un ennemi asymétrique, qui est un ennemi qui s'efface, qui combat rarement. Notre ennemi au Sahel, on ne le voit quasiment jamais. Qui a des modes d'action jamais directs. Donc pour des sapeurs, la menace principale, c'était l'IED. C'est toujours l'IED. Or, demain, la menace, ça sera peut-être plus l'IED, ou en tout cas plus seulement. Et donc, c'est la menace mine qu'on réapprend. Donc, on va
aujourd'hui, dans la manière dont on s'entraîne, on ne pose plus d'IED pour faire travailler nos sapeurs-parachutistes, on pose des mines. Voilà. On pose des mines, on ne les pose pas toutes seules, on les pose en nombre. Donc ça demande un changement de mentalité qui n'est pas forcément très difficile, mais qui nécessite de changer les habitudes de travail. Voilà, ça c'est le défi. C'est intéressant. En étant passé par la STAT, la section technique de l'armée de terre, j'imagine que vous réfléchissez toujours plus ou moins un peu en termes d'innovation et de développement de matériel, ou est-ce que vous avez gardé ça un petit peu en arrivant ici ? En fait, ce que j'ai gardé, c'est une certaine connaissance des mécanismes pour acquérir du matériel, ce qui n'est pas forcément, un atout. La connaissance des mécanismes, ça peut aider pour essayer de faire accélérer les choses, mais c'est pas forcément, je dirais, un atout. Et puis, j'ai quitté la STAT en 2016. Les choses ont évolué depuis. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour permettre d'acquérir plus rapidement du matériel. Non, je dirais que moi, je suis arrivé dans un régiment qui, historiquement, s'appuie beaucoup sur la capacité d'innovation de ses subordonnés. Donc on a énormément de sous-officiers, de militaires du rang qui touchent le matériel, qui sont parachutistes depuis longtemps, qui connaissent parfois les rigidités du système pour acquérir du matériel, qui n'ont pas attendu, qui se sont adaptés pour faire face à ces rigidités. On a des gens aujourd'hui qui proposent des adaptations pour permettre de transformer du matériel en boucle courte, pour acheter du matériel en boucle courte à moindre coût. Et donc pour répondre à votre question, mon passé à la STAT m'a peut-être plus servi pour faciliter ces adaptations, plus que pour accélérer des opérations déjà existantes. Voilà. Je vous donne un exemple. On a un de nos innovateurs qui a conçu un bras articulé en bois qui permet de faire un trou dans un mur. On appelle ça un passe-muraille. Ça fait longtemps que l'armée de terre essaye d'acquérir ce type de matériel. Ça fait plus de 10 ans. Et bien là, on a un sous-officier du régiment qui a conçu un matériel en bois à usage unique, qui a reçu le prix d'innovation technologique l'année dernière à l'école du génie. Voilà, un système qui coûte pas cher, qu'on peut emporter facilement sur l'homme, qui permet de réduire les distances de sécurité au tir. Et voilà, donc pour ça, il n'y a pas besoin de venir de la STAT. En revanche, venir de la STAT et connaître le réseau, ça permet de promouvoir l'action de ces parachutistes qui sont toujours pleins d'idées, et d'obtenir des petits financements pour le développer en plus grand nombre, le mettre en œuvre ici au régiment, produire du rétex. Voilà, donc c'est une manière un peu d'apporter notre pierre à l'édifice des équipements. Est-ce que c'est pas un mouvement de fond, ça, le fait que de plus en plus de régiments, pas forcément à l'échelle du régiment, mais au niveau des sections ou des compagnies, arrivent de temps en temps à acheter un peu sur étagère, on les croise dans les salons, comme le SOFINS par exemple, qui est destiné aux forces spéciales. On croise des gens qui ne sont pas forcément des forces spéciales. Ou je pense par exemple au 2e REP, la compagnie Montagne qui développe des petits filets pour extirper des blessés, des petites micros comme ça, innovations, mais est-ce que c'est pas en train de devenir un peu une norme quelque part ? En fait, c'est sûr que c'est pas la capacité d'innovation n'est pas l'apanage du 17e RGP. C'est même une qualité qui est promue par l'armée de terre, puisque la STAT, je crois, depuis un an, devient le référent innovation de l'armée de terre. Donc il y a une vraie volonté de porter, de faire émerger
les bonnes pratiques, les bonnes idées en termes d'innovation par nos combattants, en fait, par ceux qui sont confrontés aux rigidités du système, et puis permettre à nos combattants de promouvoir ces idées-là. Donc c'est une volonté collective. Mais je dirais ce qui singularise le 17e RGP, c'est son caractère unique. C'est que depuis qu'il est né, il ne pouvait compter, ce régiment ne pouvait compter que sur sa capacité à innover pour développer des équipements qui passent par la portière. Voilà. Qui soient suffisamment légers, qui passent par la portière. Donc c'est là où on a une lame de fond de l'armée de terre pour innover, pour faire émerger un certain nombre d'idées. Bien, culturellement, dans ce régiment, il y a cette culture de l'innovation par construction, parce qu'un parachutiste ne peut pas combattre avec les mêmes équipements qu'un combattant qui les amène dans un véhicule qui arrive par la voie routière. Voilà, donc c'est l'innovation au 17, comme dans beaucoup de régiments para, c'est une innovation par construction qui est dans l'ADN des troupes parachutistes. C'est une nécessité. Pour venir sur le régiment et votre rôle au sein du régiment, vous savez la lourde responsabilité de manager, on parle de commandement. C'est une question que je pose à pas mal de chefs de corps qui passent dans le podcast. C'est quelle est pour vous la différence entre le management et le commandement? Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez une différence là-dedans? Est-ce que avec peut-être aussi de par les échanges que vous avez avec l'extérieur, des chefs d'entreprise peut-être, ou des cadres, est-ce que ça nourrit votre réflexion sur la gestion des ressources humaines ici au sein du régiment? Alors, ce qui est certain, c'est que commander n'est pas manager. Je pense que dans le commandement, il y a une notion de verticalité il y a une notion de verticalité, qui prend naissance dans la nécessité de commander des soldats, enfin de les emmener, si nécessaire, vers le sacrifice ultime. Voilà. En fait, le chef militaire détient le pouvoir exorbitant de donner la mort et si nécessaire, d'envoyer ses hommes au carton. Et ça implique de pouvoir décider rapidement, de pouvoir s'affranchir des contingences lorsque c'est nécessaire. Et c'est ce qui fait la différence avec le management. C'est-à-dire que le management nécessite peut-être de prendre en compte un certain nombre de dimensions dont le commandement ne peut s'affranchir. Lui. Voilà. Pouvoir s'affranchir des contingences lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on est dans des situations de crise. C'est ce que permet le commandement, ce que ne permet pas le management. Je ne sais pas si je suis clair dans ce moment. Oui, puis peut-être le cadre initial qui est aussi une certaine forme de rigidité entre guillemets militaire, qui fait qu'il y a une hiérarchie qui est beaucoup plus évidente que dans une entreprise, une institution autre. Oui, et puis il y a aussi, enfin je dirais que qu'est-ce que c'est le commandement au quotidien? En fait, le commandement, c'est pas un acte rigide. Le commandement, ça consiste d'abord à essayer d'avoir la meilleure connaissance possible de son unité. Donc ça passe par d'abord la capacité d'écoute de ses subordonnés. Avant de pouvoir donner une mission à quelqu'un, il faut pouvoir connaître les forces de cette unité et aussi ses faiblesses. C'est pour ça que je dis que le commandement n'est pas un acte rigide. Il résulte d'abord de la connaissance de la troupe, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir quand on peut accélérer, quand il faut ralentir. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, c'est la capacité à donner un ordre et à ne pas revenir sur cet ordre. Donc je ne sais pas si ça s'écarte beaucoup du management. En réalité, je ne sais pas ce que c'est que le management, mais je sais que le commandement, ça consiste à recevoir une mission, puis donner une mission à ses subordonnés en connaissant les forces et les faiblesses de son unité. Et parfois, ça implique de faire des choix qui sont compliqués
qui ne vont pas forcément dans le sens de ses subordonnés, mais qui vont dans, je dirais, l'intérêt collectif de la mission qui nous est donnée. Voilà. Et je ne sais pas si c'est singulièrement différent du management. Voilà. Je sais que j'étais formé comme le sont les officiers en école de formation d'officiers, que nos sous-officiers sont également formés à recevoir des ordres et à donner des ordres. Et donc, nous sommes formés à cette mission de commandement qui est celle que je viens de décrire. Maintenant, je vous laisse juste de dire si ça se rapproche du management. Je pense que certains auditeurs pourront peut-être y retrouver effectivement un parallèle entre les deux. Mais c'est vrai que cette hypothèse la phrase de Goya, c'est la mort comme hypothèse de travail qui vient un petit peu rendre le commandement singulier. Justement, vous êtes dans la posture du chef militaire au sein du régiment. Quel est le conseil que vous donneriez à un militaire peut-être qui est à Saint-Cyr, qui prépare Saint-Cyr, qui prépare l'école des officiers, qui va être dans cette posture-là de chef militaire? Quel est le conseil qu'on vous a donné peut-être et que vous aimeriez repartager? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais à Saint-Cyr, c'est commander comme on aimerait être commandé. Je pense qu'on a tous à cœur d'être commandé avec humanité, mais être commandé. Donc moi, ce que je dis notamment à mes jeunes chefs de section, lorsqu'ils arrivent au régiment, c'est commander comme vous aimeriez être commandé. Donc on les forme à donner des ordres, on les forme à gérer la carrière de leurs subordonnés, on les forme en opération à remplir les missions, voilà, et à ramener tout le monde. Donc, on les forme aussi à pouvoir remplir leur mission en sécurité. Et on les forme surtout à remplir leur mission à leur niveau de responsabilité. Donc ça, c'est un principe important du commandement. C'est aussi le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ton travail n'est pas mon travail. Voilà. Donc ta mission, c'est de faire ton travail. La mission du commandant d'unité est de faire son travail à son niveau, qui n'est pas celle du chef de section. Et ainsi, à chaque niveau de responsabilité, une mission particulière. Donc le conseil que je donnerais à un jeune qui veut faire Saint-Cyr ou qui est à Saint-Cyr, c'est d'apprendre à maîtriser les facettes de son métier. Et son premier métier à Saint-Cyr, c'est devenir chef de section. Donc c'est apprendre à commander 30 bonhommes. Voilà. Une fois qu'il saura faire ça, et qu'il saura le faire avec humanité et avec discernement, eh bien, il pourra passer à l'étape d'après, qui sera celui pour commander une compagnie, il sera formé pour ça. Voilà. Mais à Saint-Cyr, on forme peut-être les grands chefs militaires de demain dans l'aspect académique, mais dans l'aspect militaire, on apprend à former des chefs de section. Donc, savoir commander avec humanité et savoir bien faire son niveau de responsabilité, puisque lorsqu'on arrivera en régiment, son commandant d'unité lui demandera de faire son travail, voilà, pour que le capitaine, lui, puisse faire le sien à son niveau. Voilà. Principe de subsidiarité qu'on applique tous les jours, notamment dans un régiment de génie comme le 17e RGP, parce qu'on est amené à être engagé en élément isolé, loin de son chef. Donc le chef de section, avec un commandant d'unité d'un régiment d'infanterie ou de cavalerie en détachement isolé. Donc on attend beaucoup d'un lieutenant dans sa capacité à maîtriser les facettes techniques et tactiques de son métier, sans forcément avoir son chef près de lui. Voilà. Donc ça demande aussi une capacité de prise d'initiative? Oui. La subsidiarité, c'est l'autonomie dans le travail. Voilà, c'est pas embêter son chef avec des problèmes de son niveau. Et évidemment la prise d'initiative. Voilà. Évidemment la prise d'initiative, l'audace, la prise d'initiative, l'autonomie dans le travail, l'intelligence de situation. C'est vrai que ce principe est garder en tête ce principe est un bon conseil parce que ça peut marcher à tous les niveaux en fait, au final.
Ça marche à tous les niveaux. Je dirais que c'est exacerbé dans les troupes aéroportées parce que, encore une fois, on en revient à l'isolement de la troupe, parfois l'absence de liaison radio, qui fait que quand on n'a pas la liaison avec son chef, on est obligé de se débrouiller tout seul. Et dans les troupes aéroportées, on favorise cette autonomie, cette initiative, la capacité à se débrouiller tout seul lorsque le chef n'est pas là, lorsqu'on se blesse au saut, et que le chef de section n'est pas là, mais qu'il reste le chef de groupe, qui est un jeune sergent. Voilà, donc je dirais que cette capacité à être autonome, à faire preuve d'initiative et à faire preuve d'audace, c'est une singularité parachutiste parce que le parachutiste est engagé de manière souvent isolée. Merci pour cet échange et tous ces conseils, c'est très intéressant. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.